On le connaissait comme le chef opérateur iconique de la Nouvelle Vague. Raoul Coutard était aussi un ancien soldat de la guerre d'Indochine, photographe au service cinématographique des armées, passionné à jamais par le Vietnam. À l'occasion de la diffusion sur Classique de Oh Ha Binh 1970, réalisée par Raoul Coutard, Votre Viva a rencontré le cinéaste Guillaume Niclou, dont Coutard fut le chef opérateur et l'ami, ainsi que Laurent Roth, auteur des Yeux brûlés 1985, film consacré aux grands reporters de guerre. Raoul Coutard s'engage aux armées pour partir en Indochine en 1945. Il va faire 4 ans dans l'infanterie coloniale. Et là, il va passer une première partie de sa carrière militaire dans des commandos, dans des opérations de maintien de l'ordre, de nettoyage, dans les montagnes, au Laos. Donc quand il revient en 1949, il est dévoré par cette passion de l'Indochine. Il se dit lui-même un Asiate. Et donc là, il vient ici au Fort d'Ivry, où nous sommes, pour s'engager cette fois-ci comme photographe au service Presse-Information, qui est une antenne en fait du service cinématographique des armées en Indochine. Et là, véritablement, donc, il a à la fois son grade militaire de sergent et il a fait ses preuves militairement, mais là, il accompagne les unités purement en tant que photographe. Ce qui l'intéresse, c'est le regard porté sur ces populations qu'il découvre, ces femmes, ces hommes, ces vieillards, ces enfants qu'il photographie lors de missions qui sont presque ethnographiques, où il va découvrir des peuples qui ont été complètement oubliés dans les montagnes, les Pnong, les Banars, les Moy, enfin tous ces peuples voilà, qui ont fait rêver les ethnographes, les géographes, parce qu'ils représentent un état de la civilisation qui est complètement intact. Il avait été très impressionné par cette période, mais surtout marqué à jamais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un moment, un déjeuner, quand on se voyait, où il ne m'en parlait pas. C'est quelque chose qui a totalement changé sa vie. Et il était toujours très ému. Et je me souviens très précisément de détails, de souvenirs qui me racontaient vraiment en étant bouleversé. En 1965, Raoul Coutard dirige la photographie de la 317e section, retrouvant ainsi l'Indochine et son ami du service cinématographique des armées, Pierre Schoendorfer. Wilsdorf, attention, ils arrivent. Un bond de 50 mètres en arrière! Repli par le ruisseau! Je pense que ce film-là a marqué toute une génération de cinéastes, notamment des cinéastes américains qui se sont emparés de cette guerre qui est devenue la leur ensuite, et que c'était le film de chevet, notamment la 317e section, de réalisateurs comme Oliver Stone, Coppola, Cimino. Enfin, c'est la référence parce que c'était la première fois où on filmait la guerre d'une façon totalement inattendue, c'est-à-dire, 1, en ne présentant pas l'ennemi, et 2, en filmant ce qu'est l'attente de la guerre. Fort d'une expérience de plus de 30 films en tant que chef opérateur auprès des cinéastes emblématiques de la Nouvelle Vague, Raoul Coutard retourne une dernière fois en Indochine, devenu depuis le Vietnam, alors en pleine guerre, pour y tourner Oh Ha Binh, fiction presque testamentaire. Ces longues norias d'hélicoptères qui ouvrent le film, avec la musique de Michel Portal, on ne peut pas ne pas penser à Apocalypse Now de Coppola. Et il faut savoir qu'il a filmé une véritable opération de la première division de cavalerie, dans laquelle donc, il était embarqué avec son équipe. On a eu un petit peu peur pour lui parce que ça a véritablement
canardé au bout d'un moment, et l'officier de liaison qui était chargé de l'équipe a dit « Écoutez, moi je ne les récupère pas, c'est trop dangereux ». Donc ils sont restés sur le théâtre d'opération. Et c'est la femme de Raoul Coutard, qui était scribe sur le film, Monique Errand, qui a réussi à les faire revenir en trouvant un pilote courageux qui a accepté de faire la mission. Coutard ne nous épargne pas deux types d'atrocités. Le napalm pour les Américains, il y a ce court moment où Hung, le petit garçon, voit un corps qui est brûlé par le napalm. Donc c'est quand même une allusion à ce qui est l'aspect le plus génocidaire de la guerre américaine, quand même, qui reste monstrueux. Et de l'autre côté, dans le camp communiste, il y a cette exécution des chefs de village que le Viet Cong a pratiqué pour terroriser les populations. Il est capable d'entendre que chacun a eu ses raisons de faire cette guerre, même si on peut penser que, tout comme Pierre Schoendoerfer, finalement, même s'il a été dans les troupes du camp occidental, il entend plus les raisons du peuple vietnamien à prendre son destin en main, même si c'est par une dictature communiste. Finalement, l'un comme l'autre ont fini par accepter le fait que les Vietnamiens étaient libres de décider de leur sort et de prendre politiquement leur destin à bras-le-corps en faisant la guerre. Dans le cinéma, Coutard invite des vrais moments photographiques. En fait, Oh Ha Binh est un film fait d'instants photographiés. Dans l'image mouvement, on a l'arrêt du temps, et cet arrêt du temps provoqué par le regard du jeune enfant, Hung, qui voit le monde autour de lui et qui voit un monde où la guerre est dans la paix, où la paix est sans cesse menacée par la guerre, et où les populations sont divisées, mélangées, une espèce d'entre-deux généralisé, dont il est le témoin, et je dirais il est le photographe. Finalement, Hung, c'est Raoul Coutard dans le film. En 2018, ces nombreuses discussions avec Raoul Coutard, ses souvenirs de l'Indochine, inspireront à Guillaume Niclou un film sur le sujet, Les confins du monde. D'une certaine façon, il m'avait un peu entraîné sur le terrain historique. Alors peut-être qu'inconsciemment, à un moment donné, j'ai moi aussi saisi et tiré un fil qui était celui de l'Indochine, et que naturellement, j'ai tiré aussi celui de Raoul pour rapprocher les deux, et puis essayer de nous retrouver peut-être après toutes ces années sans avoir travaillé ensemble. C'était une façon de se retrouver sur un terrain commun, et puis de retrouver l'émotion que j'avais quand il me racontait toute cette période de vie. Ne manquez pas Oh Ha Binh de Raoul Coutard 1970 sur Ciné Plus Classique. Et pour aller plus loin, procurez-vous les DVD des Yeux brûlés de Laurent Roth chez Shellac Film et celui des Confins du monde de Guillaume Niclou, édité par Ad Vitam. Ceci n'est pas un film, c'est un document. À l'image des statues de l'Antiquité retrouvées brisées et complétées par la suite au goût du collectionneur, j'ai essayé de reconstituer un tout à partir de fragments. Le tournage des Entretiens des Yeux brûlés s'est déroulé en avril 1986 dans le hall de Roissy 1. Pour l'image,
j'utilisais des magasins de pellicules 35 mm de 10 minutes et pour le son, des bandes 6-25 de 16 minutes. Il arrivait par conséquent que l'ingénieur du son, Jean-Paul Bigorgne, laisse tourner la bande sur son Stellavox, tandis que Bernard Mial et ses assistants rechargeaient notre Harry BL3 en pellicule. Je ne faisais pas tirer toutes les prises au laboratoire, un tournage en 35 mm pour un documentaire étant particulièrement coûteux. Les rushs images du film n'ont par ailleurs pas été conservés. En revanche, j'avais gardé l'intégralité des rushs sonores sur de petites cassettes audio pour le décryptage des entretiens. Les images, hormis celles qui sont montées dans les yeux brûlés, sont donc manquantes. Mais le son est là, tout entier. Votre attention, s'il vous plaît, pour des raisons de sûreté, nous demandons à la personne ayant oublié un sac plastique dans le terminal A face à l'enregistrement A4. Ce que nous vous proposons est l'intégrale de l'entretien de Raoul Coutard avec Mireille Perrier, sans coupe ni montage au son, mais avec une image faussement synchrone, travaillée au ralenti pour les parties lacunaires. On pourrait parler d'un tourné-monté sonore avec une image en anamorphose. Une image flottante, errante, dans l'attente de son incarnation. Étrange impression de rejoindre Raoul Coutard dans une sorte d'amorti, de retrait, de silence modeste. Durant tout cet entretien, face au chef-op mythique de la nouvelle vague, mais face aussi aux héros de guerre, Mireille et moi attendions une démonstration de force. Il n'en fut rien. Je ne savais pas qu'il avait fait sienne la devise du commandant Puyot, lui aussi militaire et photographe, un des maîtres de l'école pictorialiste française. Simplicité, qualité divine, pierre de touche du beau. En Indochine, Coutard le discret photographie à la fois la guerre et la paix. La photographie de Raoul Coutard exalte la liberté de mouvement et le dépouillement. S'il accompagne les éléments de tête lors d'opérations périlleuses, sa préférence va au peuple des montagnes, dont il éternise les femmes nues, les vieillards édentés, les enfants ivres de liberté, jouant dans le rire des cascades. Il est aussi le photographe officiel du général Delattre. Jean Delattre de Tassigny, dit le roi Jean, celui qui a défait le Troisième Reich du Rhin au Danube. En Indochine, le général entre en guerre comme on entre en scène. Jusqu'à présent, les opérations militaires étaient filmées en reconstitution. Lui veut du réel. Pas de mise en scène. Il envoie les reporters aux côtés des soldats. Il veut montrer cette guerre, chaotique, imprévisible, cruelle. Sans le savoir, le roi Jean devenait l'un des pères putatifs de la nouvelle vague, faisant de l'Indochine la matrice de l'imaginaire guerrier des garçons perdus des années 50. La guerre d'Indochine, la clé pour comprendre la splendide animalité du cinéma français. Alain Delon et François Truffaut s'y engagent. Truffaut s'en dégage tandis que Delon s'y noie. Coutard la photographie en douceur et en couleur. Schoendoerfer la filme en fureur et en noir et blanc. De Beaux Regards la produit et la reproduit. La produit avec Schoendoerfer et la reproduit avec Jean-Luc Godard, qui lui n'a jamais fait la guerre, mais fait du cinéma un champ de bataille. Coutard rencontre tous ces noms, tout cela, il est au centre du maelstrom du cinéma français, calme, imperturbable, les yeux fixés sur sa maxime qu'il emprunte à Konrad Lorenz. Tout ce à quoi nous consacrons notre vie commence par une émotion. Il terminera sa carrière en faisant la photo des 3 derniers films de Philippe Garrel. Garrel, avec qui Mireille venait de débuter. Ces deux-là
auraient pu se rencontrer. Ils se croisent maintenant et c'est sur le plateau des yeux brûlés. 511 première. Qu'est-ce que c'était les bons réflexes pour prendre Vous savez, les événements? Les bons réflexes, c'était d'abord... ce qui est le plus compliqué, c'était de choisir l'endroit, parce que faire du reportage de guerre, bon, il faut se trouver dans un endroit où il y a des choses qui se passent. Il y a des éléments naturels aussi? Pas vraiment, non. Les éléments naturels, disons, c'est d'essayer autant que possible de choisir les unités où on sait que ça va bien marcher. De choisir? Les unités qui vont combattre, où on sait c'est des unités qui fonctionnent et qui vont essayer d'accrocher les choses. Et puis, d'essayer là-dedans, au milieu de ces unités, de choisir la section ou la compagnie qui va être intéressante. Et comment, par exemple, pour choisir un bon angle? Choisir un bon angle, je veux dire, ça dépend de la façon dont les choses se passent. Bon, il est bien évident, quand on tourne en noir et blanc, on est obligé d'animer davantage d'images que quand on est en couleur. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut trouver bien se placer dans la lumière, mais enfin, c'est pas toujours facile quand on fait du reportage de guerre, forcément, parce que c'est des fois difficile de changer de place quand on est dans un endroit. Oui, parce que vous devez peut-être avoir l'impression d'être dedans, puis d'un seul coup, vous mettre en dehors de ça. C'est-à-dire qu'on est dedans, on est forcément dedans, dans la mesure où les balles sifflent pour tout le monde, hein. Je veux dire, aussi bien pour les photographes, elles ne choisissent pas. Bon, mais en même temps, je veux dire que tous les gens qui font ça ont pratiquement le même réflexe que les combattants, c'est-à-dire dire, bon, il faut se cacher, il faut écouter ce qui se passe, et puis, à la place de tirer, faire les photos. Mais vous regardez seulement dans votre objectif, avec un œil ou... Non, c'est-à-dire que là, en fait, on regarde... Pour les photographes, c'est un petit peu différent que pour les cinéastes. Je veux dire, les cinéastes sont obligés de filmer une action, c'est-à-dire donc c'est un petit peu plus long. Bon, pour les photographes, on essaie de regarder ce qui se passe et puis éventuellement de se déplacer pour essayer de s'approcher de quelque chose un peu plus intéressant. Mais vous n'avez pas peur des balles qui sifflent ou... Je crois pas, je veux dire, je pense trop furtif, que... Je crois que là-dedans, on est... Vous savez, je veux dire, quand on est en train de faire quelque chose, c'est comme quand on a le mal de mer. Hein, je veux dire, si on a le mal de mer et que brusquement on a du travail à faire, on n'a plus le mal de mer. Hein, je crois, là, quand on fait de la photo, c'est comme les militaires, quand ils ont des coups de fusil à tirer. Je veux dire, il y a un moment, on oublie un petit peu les choses quand même. Mais comment vous faites pour... par rapport à l'angle, donc vous... Par rapport aux angles, on essaie de... Vous êtes protégé par d'autres gens ou vous vous aventurez tout seul? Non, s'aventurer tout seul, non, parce que je veux dire, il n'est pas question d'être plus en avant que les soldats, dans un lieu où on n'aurait rien à photographier, que l'ennemi, qui est toujours très difficile à voir. Hein. Donc on est toujours un petit peu, enfin disons, si on est dans les premiers, on est quand même à côté ou un petit peu en arrière. Et est-ce que quand vous prenez la photo, vous pensez à rendre compte de quelque chose? Absolument, oui. C'est évident, je veux dire, de toute manière, c'est ce qui fait qu'on choisit ça plutôt, cette photo-là plutôt qu'une autre. C'est parce qu'on essaie de montrer soit une action, soit des attitudes, soit la gueule d'un gars qui a une tête particulière à un moment précis, ou tout un ensemble d'actions situées dans le contexte, que ce soit le paysage ou dans le contexte de l'action. Ça vous est arrivé sur le moment de prendre d'autres choses que ce qui se passait? Sur le moment de l'action, non, parce qu'à ce moment-là, on est complètement braqué sur ce qui se passe dans l'action. Bon, d'autre part, en plus, à ce moment-là, on est quand même très très limité dans les choix. Mais bon, quand on fait les opérations, c'est pas la guerre sans arrêt. Hein. Je veux dire, on se déplace pendant très très longtemps sans qu'il se passe quoi que ce soit. Alors là, on fait des choses qui concernent les civils, qui concernent les paysages, on essaie de faire des photos. Prenez les gens que vous connaissez aussi?
C'est-à-dire des gens qu'on ne connaît pas forcément, parce que, je veux dire, comme on change constamment d'unité, on ne connaît pas forcément tous les gens. Bon, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait des plans, on est obligé de prendre les noms des gens pour pouvoir faire ce qu'on appelle la légende de la photographie. Mais vous n'avez pas le désir de prendre les gens que vous connaissez comme un album de famille Bon, c'est-à-dire que là, c'est pas tout à fait le propos, dans la mesure où finalement, quand on est dans ce cas-là reporter, on est là pour rendre compte de quelque chose au public. Donc le public se fout complètement de savoir que c'est votre copain ou pas votre copain. Hein, donc ce qui est intéressant, c'est de prendre quelque chose qui peut intéresser le public. Mais quand, par exemple sur le combat, quand vous voyez pas, parce que c'est pas toujours facile. Des fois on n'y voit rien. Oui, c'est ça qui est embêtant, oui, ce que je dis. Souvent il se passe rien. Bon, donc on marche, on se déplace. De temps en temps, il y a des gens qui sautent sur une mine, ou de temps en temps, il y a des snipers qui tirent sur les gens, ou une embuscade très brève, il ne se passe rien. Bon, et puis, de temps en temps, il se passe quelque chose, mais vous êtes tellement mal placé, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il se passe qu'on n'est pas content, mais qu'on y fasse, on ne peut pas grand-chose. Hein. Vous ne changez pas de place On essaie de changer de place si c'est possible de changer de place. Il y a une volonté dans le cadre d'y amener quelque chose de vous? Oui, on essaie toujours d'amener les choses le plus qu'on peut. C'est quoi, le côté chaotique? Pas forcément le côté chaotique, non, mais le côté composition, le côté éclairage, si on peut se déplacer un petit peu dans la lumière pour avoir des ombres, des lumières. Et des fois, par exemple, quand vous êtes très fatigué ou si vous ressentez une grande fatigue, qu'est-ce qui se passe? Ça vous est arrivé, vous, d'être fatigué? Ça m'est arrivé comme tout le monde d'être fatigué, mais je veux dire, on est fatigué comme un petit peu moins que le sont les soldats. Dans la mesure où ils ont un barda qui est plus lourd que le nôtre. Bon, et puis il faut bien fonctionner. Hein. Il n'est pas question de dire je vais m'asseoir et attendre. Attendez-moi une heure. Hein. On est bien obligé de marcher avec la troupe. Donc il n'y a pas de... Ouais. Ça vous est jamais arrivé d'être à bout de... Je veux dire, ça arrive d'être à bout, mais il faut quand même surpasser ça quand même. Parce que là... On va sur la fatigue. On était bien obligé de partir avec la même compagnie, parce que des choses, on vous débarquait soit des camions, soit de bateaux. Bon, et puis chaque compagnie avait un objectif fixé. Bon, c'est-à-dire on ne partait pas sur une grande ligne et tout le monde avance comme ça. Je veux dire, on part sur des chemins pour... Les trois quarts des choses qui se passaient, c'était quand on faisait des opérations, c'était la plupart du temps pour essayer de coincer des unités qui étaient dans un endroit. Bon, alors, le truc militaire, c'était d'essayer de les cerner. Donc il y a forcément... Mais il y a des trous entre les unités. C'est-à-dire que les trous se bouchaient si par là on s'apercevait que les mecs étaient là, qu'ils essayaient de s'infiltrer dans les trous. Les unités à ce moment-là essayaient de se rapprocher pour boucher le trou. Bon, mais à partir du moment où vous étiez dans une compagnie, c'était très compliqué de dire je vais aller à la compagnie qui est à côté, parce qu'il y avait un espèce de no man's land à traverser. Et en même temps, je veux dire, nous on n'avait pas les moyens matériels. Ça m'est déjà arrivé de le faire comme ça, quand par exemple on est sur le bord d'une rivière, de dire tiens, il y a l'autre unité qui est un petit peu plus loin devant, je vais essayer de la rejoindre. Allez, on part sur la fatigue. Ça tourne. 511, deuxième. Oui. Est-ce que vous étiez donc... est-ce que ça vous arrivait donc d'être fatigué ou que votre physique ne réponde plus à... Bon, oui, ça nous arrivait, je veux dire, mais on était, si vous voulez, logés à peu près à la même enseigne que les troupes avec lesquelles on était. Hein, c'est-à-dire que ça arrivait souvent qu'on soit obligé de marcher pendant 10-12 heures sans arrêt.
bon, et qu'on était très très fatigué. Mais enfin, je veux dire, c'est des situations qui étaient les mêmes, je veux dire, pour les militaires, pareil. Donc on est obligé de surmonter, parce qu'il n'est pas question de dire si vous allez m'attendre, je suis fatigué, je vais me reposer. Il faut les suivre. Même pour la fin, pareil. Oui, c'est pareil. Bon, bah, je veux dire, on partait, soit qu'on était nourri, soit qu'on était nourri par les unités ou alors quand c'était des choses qui étaient plus complexes, on partait et on avait, disons, au départ, des boîtes de rations. Tout le monde touchait ses rations pour 2 jours, 3 jours, et puis chacun se débrouillait. Pour vous, vous étiez dans la même condition que les soldats, alors? Absolument, oui. Exactement la même chose. Absolument. Et on ne pouvait pas, si par hasard on avait envie de changer d'unité, il n'était pas question de le faire sans être autorisé par l'officier qui le commandait. Et les combats étaient prévus toujours pour vous? Vous aviez le temps de prévoir? C'est-à-dire qu'on les supposait, je veux dire, parce que quand les opérations étaient déclenchées, c'était dans des buts précis, soit que prévoyaient les militaires, soit d'accrocher à un groupe de Viettes ou une unité ennemie ou des dépôts de munitions ou des choses comme ça. Bon, alors le problème était de savoir, de faire le choix avec quelle unité on allait partir, en se disant c'est elle qui a le plus de chances d'accrocher. Bon, mais peut-être qu'aussi notre jugement n'était pas bon et on se trouvait avec cette unité-là, justement, elle ne faisait rien, et c'était les autres à côté qui faisaient quelque chose. C'est le hasard, je veux dire ça. Et puis des fois, même les opérations se passaient et les Viettes étaient au courant et ils avaient déménagé et on ne les trouvait pas. Pour recharger les appareils, tout ça, c'était pas... Il y avait un petit problème parce que le drame d'Indochine, c'est qu'on était toujours dans les endroits où c'était mouillé, où il pleuvait très souvent à cause de la saison des pluies, donc il fallait faire attention de ne pas foutre de flotte dans le matériel, de bien... Alors tout le monde on avait tous nos petits sacs étanches pour mettre nos pellicules dedans, de manière à ce que rien ne soit détruit. Et donc vous arrangiez pour... Attends. Ah non, 511, 3e. Ça vous arrivait d'être content de vous? Ah bah oui, heureusement. Sur le coup? Oui, non, mais bien sûr. Il faut être satisfait dans la vie quand même. Mais donc elle venait de quoi, cette satisfaction? Ça vient du fait qu'on pensait avoir fait un bon reportage, que les photos qu'on avait étaient intéressantes. Et ça vous avait impliqué à quoi? Je veux dire, c'était... Il y a des risques aussi? Il y a une part de risque dans la beauté des... Oui, non, mais je pense que à chaque fois qu'on fait des photos, on sait très bien si elles sont bien ou pas bien quand même. Donc il y a des fois où on se disait, j'ai couvert, mais en même temps c'est pas extraordinaire. Mais est-ce que vous pensiez qu'il fallait vous exposer pour prendre des belles photos? C'est des choses qui ne se posent pas, ça. Hein, qui ne se posent pas du tout? Non, je ne crois pas du tout, non. Non. Je pense pas d'ailleurs, je crois pas que ça soit lié complètement au péril qu'on est de s'impliquer dans... Oui, de s'impliquer complètement dans les choses, non. Non, je crois pas, non. C'est-à-dire que par exemple, si à un moment vous deviez... vous pensiez que c'était bien de vous mettre debout pour prendre telle chose, vous le faisiez pas, je sais pas. Si je pensais que c'était bien de se mettre debout, je me mettais debout, oui. Mais c'était pas du tout réfléchi par rapport... Oui, mais c'est pas ça qui vous donnait l'impression de prendre des belles photos? Non, je veux dire, on se disait qu'il faut se lever parce qu'on voit pas bien des choses. Si on se levait, c'était pas pour faire le malin. Mais en même temps, on le faisait parce qu'on se disait ce serait mieux si je suis un peu plus haut. Et vous vous rappelez comme ça d'avoir été obligé de vous exposer physiquement dans des... Non? Non, je me rappelle pas.
Ça tourne. Pardon. 511, 4e. Ça a été un voyage de faire cette guerre pour vous? Moi, je veux dire, c'est un pays que je connaissais bien, puisque j'étais arrivé en 1945. C'est un pays que j'aimais beaucoup. Personnellement, j'ai eu beaucoup d'attachement pour ce pays, que je trouvais un pays fantastique, avec des gens très sympathiques, malgré qu'il y en a eu quelques-uns qui n'étaient pas d'accord. Mais moi, j'y ai passé plus de 10 ans. Je suis très très content d'être resté 10 ans. Et c'était ce à quoi vous vous attendiez, ou ça a été un voyage qui vous a fait découvrir d'autres... Ah non, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, parce que j'ai été très surpris. J'étais très surpris du pays. J'étais surpris d'abord de voir qu'il y avait très peu de gens qui parlaient français. Enfin, il y avait beaucoup, mais enfin pas. Je pensais que tout le monde parlait français, puisque c'était une colonie française. Ça m'a surpris. Et qu'est-ce qui était attachant alors? Non, c'est le paysage, c'est les gens, c'est leur manière d'être, c'est leur vie. Vous avez pu les côtoyer de près donc... Ah bah oui, bien sûr, bah, toujours. Si vous voulez, c'était... la grosse différence qu'il y avait, par exemple, si vous voulez, entre l'armée française et l'armée américaine, c'est que l'armée française s'est complètement intégrée dans ce pays. Tous les Français allaient bouffer des soupes avec les Vietnamiens, alors que les Américains... pas par mépris, mais parce qu'ils avaient trop peur d'attraper des maladies, ils préféraient bouffer dans leur messe, aseptisée, boire de l'eau javelisée, et bouffer des poulets américains plutôt que de bouffer du poulet vietnamien. Et vous étiez combien de reporters à peu près? En tout, ça roulait aux alentours de la dizaine. Bon, des fois un peu moins quand il y a eu de la casse, et puis des fois un peu plus quand il y avait les relèves qui se faisaient. Mais c'était un bon moment pour vous, je crois, par rapport aux reportages qui ont été faits, tout ça. Enfin, parce que il y en a qui se considèrent, on a l'impression que vous vous considérez un peu comme des pionniers de l'image par rapport aux reportages avec cette guerre. Je ne crois pas qu'on était les pionniers de l'image, parce que, vous savez, les reportages de guerre, les Allemands nous en ont montré des superbes. Hein. Bon, pendant toute leur campagne. C'est vrai que les Français n'ont pas fait grand-chose. Bon, parce que les Français ne sont pas très portés sur le reportage militaire avec leur sale manie du secret. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que ça a été couvert pratiquement, la guerre de Chine, que par les reporters militaires ou affiliés militaires, mais pas tellement par les reporters des journaux. Comme par exemple, ça s'est passé dans la guerre américaine. Et vous, ça a changé votre regard de l'affaire? Enfin, moi, ça a changé mon regard, oui, parce que, je veux dire, ça m'a quand même sorti de ma petite vie française. Non, je crois que pour moi, ça a été bénéfique, oui. Parce que, bon, je veux dire, j'ai même fait, d'ailleurs, pour pouvoir finir et fermer mon album, on m'a proposé d'aller faire la chute de Saigon, ce que je suis allé faire en 1975 pour voir les Viettes arriver à Saigon. C'est-à-dire clore le livre que j'avais ouvert en 1945. Et là, d'ailleurs, j'ai vu le dernier photographe qui a été tué en Indochine, c'était en 1975. C'était un type qui s'appelait Michel Laurent. Et il s'est trouvé avec un journaliste du Figaro qui, lui, s'en est sorti, coincé sous les tirs de 40-130 nord-vietnamiens. Et s'est rendu compte, à ce moment-là, c'est un type qui avait couvert toute la guerre américaine, c'est-à-dire donc c'est un type qui connaissait bien la question, et il s'est trouvé à ce moment où on sait que c'est terminé et qu'on va mourir. Et il a dit cette phrase au correspondant du Figaro, il a dit, tu vois, cette fois c'est fini, quand je pense que c'est uniquement pour faire 2 lignes dans un canard et 3 photos. Et vous aviez souvent cette notion-là? Jamais, non. Mais ça m'est pas arrivé de mourir. C'est pour ça que peut-être que je ne l'ai pas sorti. C'est seulement Non, mais je pense que... Non, parce que je veux dire qu'à tout moment, on essaie toujours de se dire on va s'en sortir. Je veux dire, c'est exactement l'état d'esprit, je pense, que devaient avoir les gens en 14-18, quand on leur disait on va faire une relève, vous serez relevé quand il y aura 75% de pertes. Bon, ben on se regarde et on se dit j'ai pas une tête de mort. C'est l'autre.
Je crois qu'à tout moment, on se dit, c'est ce qui se passe sur la route. Je veux dire, les gens ne pensent jamais avoir un accident. Ils disent toujours, c'est les autres qui s'arrivent. Je crois qu'on a toujours... Mais c'est en même temps intéressant de ne pas penser à ça, parce que sinon on ne ferait pas ce métier. Et quand vous êtes parti pour ce voyage, ça voulait dire quoi pour vous? Enfin, moi, je veux dire, c'était un peu différent. Je veux dire, moi, je me suis engagé au moment de la libération de la France. Bon, comme la campagne d'Allemagne semblait terminée, je me suis engagé pour l'Extrême-Orient, je veux dire, pour dire on va aller combattre sur les endroits où c'est pas encore fini. Pour moi, le feu d'artifice